On commence ce journal par cette nouvelle choquante. Toute l'équipe du Journal du Futur est en deuil ce soir suite au décès de Boris Houhou, maréchal président à vie de Radio Futur. Boris Houhou, surnommé le léopard de l'info, l'aigle de la dépêche, ou encore Boris Houhou Nbendu Wazabanga, c'est-à-dire dans notre jargon professionnel, le journaliste qui va de scoop en scoop sans que personne ne puisse l'arrêter, a semble-t-il été assassiné. Nous vous tiendrons bien sûr au courant des avancées de l'enquête et nous reviendrons sur la vie et la carrière extraordinaire du léopard après ce flash en compagnie de Stéphane Grosjean. Encore un braquage de fourgon blindé la nuit dernière à Paris. Le véhicule qui transportait plusieurs milliers de campaillettes a été pris d'assaut par une bande armée. Il s'agit de la dernière d'une longue série d'actions punitives engendrées par la hausse sans précédent des cours des céréales. Le gouvernement s'est réuni immédiatement pour trouver une issue à cette nouvelle crise alimentaire. On écoute Christian Dupuis, secrétaire d'État à la consommation durable. La demande de céréales en rapide progression est désormais supérieure à une offre clairement insuffisante. La valse des étiquettes est particulièrement tragique pour les couches sociales les plus démunies, pour qui manger est devenu un luxe. Ce que nous proposons, c'est de marketer la baguette comme un produit de luxe. Car c'est dans le secteur du luxe que la France excelle. J'ai personnellement rencontré le directeur de L'Oréal ce matin et j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui que la campaillette sera vendue aux Galeries Lafayette en double pack avec le dernier parfum Armani dès la semaine prochaine. Je vous remercie. Cette mesure est évidemment bienvenue pour la croissance nationale, d'autant que la saine loi du marché libre pousse également LVMH à proposer son pack rustique au bon marché. Mais cela ne règle rien pour les boulangers qui ont décidé de contre-attaquer. La compétitivité à la française se porte bien, comme nous le prouve Jean-François Mougeot, président du syndicat national des boulangers réactifs. Alors nous c'est simple, on s'est dit ok, et les pauvres dans tout ça? D'accord, leur pouvoir d'achat est en chute libre depuis plus de 35 ans. Mais par contre, ils sont vachement nombreux. Et au bout du compte, ça fait pas mal d'argent tout ça. Alors bon, la farine, L'Oréal, on oublie. Ils ont pas les moyens. Donc dès demain, on va à prix cassé des baguettes en PVC. Mais c'est pas comestible le PVC. Et non. Et c'est là que c'est malin. On a signé avec Shanghai pour une peinture en plomb qui leur donne l'air super appétissante. Et pour les bobos qui chouinent sur l'environnement, on lance la baguette tradition. Un peu plus cher, en plastique recyclable. Oui, parce que c'est vraiment de la merde le PVC. Et toujours pas de gouvernement pour la République du Sud-Ménin, secteur 13, limitrophe de la République de Mouscron-Ouest 2. Ce petit État est en crise depuis que les habitants de la grande rue marchande demandent leur indépendance. Lassés de subvenir aux besoins d'une autre communauté linguistique moins opulente, leurs représentants bloquent depuis maintenant 3 mois la formation d'un gouvernement de coalition. La viabilité de l'État est incertaine. Au-delà de la crise méridiono-ménino-méninoise du secteur 13, c'est bien ici l'idée même de cohésion et de projet commun européen qui est en question. On en a marre, vous comprenez? Nous, on bosse, et lui, il fout rien de ses journées. La gentillesse a des limites, hein. Qui ça? Antoine, l'assisté là, au bout de la rue. Une sorte d'artiste qui vit à nos crochets. On n'est pas des cons non plus, hein. Et vous estimez qu'il est en quelque sorte représentatif de la communauté linguistique dont vous souhaitez vous séparer? Comment ça, représentatif? Eh bien, il résumerait en quelque sorte les mots dont vous accusez... Ah non, je vois ce que vous voulez dire. Non, c'est pas qu'il est représentatif. C'est lui, la communauté linguistique. Il a son franc-parler à lui, et ben il a qu'à former son état à lui. Putain, je suis blindé à la race. Demain, c'est clair, j'ai un bâton de marche dans la cafetière, mais je m'en carre la ruche. Qu'est-ce qu'il dit? Vous voyez? Enfin, écoutons la réaction d'Henri Chéron, méridiono-méninois d'origine, véhément défenseur d'Antoine et député européen. Moi, l'Europe des 430, ça va encore, mais franchement, à 800, je jette l'éponge. Je suis fatigué. Et en plus de la baguette tradition, autre bonne nouvelle pour les bobos concernés par le sort de la planète, le groupe Total annonce la production d'un tout nouveau type d'énergie renouvelable, produite exclusivement en Birmanie. Total promet que celle-ci sera beaucoup moins chère et plus fiable que les éoliennes, ou même que l'éthanol, lui aussi victime de la flambée des cours céréaliers. On écoute le directeur environnement du groupe. C'est simple, mais c'est très ingénieux. Il y avait tous ces moines en Birmanie dont on ne savait trop quoi faire et qui créaient plus de problèmes qu'autre chose. Alors un soir, devant un verre avec le général, on a eu cette idée littéralement lumineuse. Si on mettait tous ces moines à pédaler sur des petits vélos, ça générerait de l'électricité. Sitôt dit, sitôt fait. On a importé des milliers de vélos d'appartement qu'on a installés dans les temples, légèrement customisés. C'est un peu le tuning du sport en temple, vous voyez. Le tour était joué.
Et les moines, qu'est-ce qu'ils en disent? Cela ne revient pas à une forme d'esclavage? Ah non, on a remplacé les chaînes de vélo par des moulins à prière, ils sont contents. Et puis, s'ils s'arrêtent de pédaler, toute l'électricité se décharge dans la selle. C'est ludique. Enfin, on termine ce journal par une très bonne nouvelle pour les industries de l'armement et les laboratoires, puisqu'il s'agit peut-être de la Troisième Guerre mondiale. Souvenez-vous, c'était il y a 35 ans, les États-Unis, déjà gouvernés par les chrétiens évangélistes millénaristes, attaquaient l'Iran pour précipiter la fin du monde. Le Moyen-Orient a beaucoup déçu, puisque l'Armageddon se fait toujours attendre, mais l'espoir renaît avec l'élection à la Maison-Blanche des 2 filles jumelles de feu George W. Bush. Celles-ci sont très déterminées à généraliser le conflit bien au-delà de la bandelette de Gaza. Explication de Brad Domenac, notre sinologue maison. 2007 ou le déclin de l'Empire américain et année zéro du 21e siècle, qui sera chinois ou qui ne sera pas. Cette formule fait encore rire certains durant la première décade de notre millénaire, mais la lente agonie de l'économie américaine s'accélère en 2007 avec la crise des subprimes. Inéluctablement, 30 ans plus tard, les États-Unis sont contraints à se mettre eux-mêmes en vente sur eBay. C'est Pékin qui remporte l'enchère pour la somme de 200 yuan. Après Hong Kong et Macao, les États-Unis d'Amérique deviennent en 2037 la 3e région administrative spéciale de la République populaire de Chine. L'un dans l'autre, l'intégration se passe correctement. Pékin fait même un geste et déplace la Grande Muraille de Chine à la frontière mexicaine comme cadeau de bienvenue et symbole d'amitié entre les peuples. 2 ans plus tard, Walmart décide de se réinstaller aux États-Unis et même d'y délocaliser une partie de sa production. La liberté religieuse est respectée par les autorités chinoises. En revanche, il n'est plus question de maintenir la Corée du Nord dans l'axe du mal, allié historique de l'Empire du Milieu. Et c'est ainsi que les filles Bush, élues cette année coprésidentes à temps partiel du gouvernement autonome de la région administrative spéciale, acceptent d'amender les textes sacrés des saints néoconservateurs en remplaçant Pyongyang par Taipei. On écoute Jenna Bush, également téléévangéliste à mi-temps, lors d'un prêche présidentiel sur God TV. Jesus is Lord of the airwaves. My dear fellow Mes très chers compatriotes vivant dans la crainte de Dieu, aujourd'hui je suis heureuse de vous annoncer que la fin du monde est vraiment pour bientôt. Heureusement, parce que sinon, l'Irak, l'Iran, ne pas ratifier le protocole de Kyoto et tout ça, c'était vraiment une connerie. Avec l'aval des autorités centrales à Pékin, nous allons dès demain lancer un missile nucléaire sur Taïwan pour Dieu, pour l'Amérique et pour la Chine. Très honnêtement, je ne sais pas trop pourquoi Taïwan, mais la Corée du Nord, apparemment, c'était pas possible. Que Dieu bénisse l'Amérique, que Dieu détruise l'Amérique. Oh my God, at last! Oh my God, oh God! C'est la fin de ce journal. Vous retrouvez tout de suite Stéphane Grosjean après une page de publicité. Bonne fin de soirée sur Radio Futur. Radio Futur avec les laboratoires Sanofi Aventis. L'état du monde vous inquiète. La Troisième Guerre mondiale vous terrifie. Avec Someiox des laboratoires Sanofi Aventis, retrouvez le plaisir des nuits réparatrices et des draps secs. Grâce à Someiox, mes enfants ne vont plus au pot. Et dans ce bunker sans aération, franchement, c'est tant mieux. Maman, Kevin, il est jaune fluo. Mes enfants, ils illuminent ma vie. Someiox de Sanofi Aventis. Pas la peine de demander conseil à votre médecin. De toute façon, les taux Maldives, à nos frais. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette édition un peu spéciale de l'invité du futur. Je suis en compagnie de Guillaume Podrovnik. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Stéphane. Alors nos auditeurs ne vous connaissent pas encore Guillaume, mais nous allons expliquer la raison de votre présence ici. Vous étiez le plus proche collaborateur de Boris Oubenguwazabanga, le léopard de l'info, l'aigle de la dépêche, c'est ça ? C'est exact, en effet, je suis dévasté. Tout le monde est dévasté à Radio Futur ici ce soir. Et oui, car nous venons d'apprendre sa mort soudaine et inattendue en villégiature sur le yacht de Yannick Bolloré dans l'éco-plage de Limoges. On est évidemment tous attristés dans ce studio. Alors nous allons retrouver tout de suite Sonia Dumarquis, notre envoyée spéciale sur la côte limousine. Sonia, vous m'entendez ?
Oui, tout à fait, Stéphane. Je me trouve actuellement sur les calanques de Limoges, protégée par ma combinaison refroidissante. L'écoplage est complètement détruite, sa coque étanche qui protège les vacanciers des températures extrêmes et de l'océan de pétrole est criblée de petits trous qui ressemblent à des micro-impacts de balles. Aucune information ne filtre pour l'instant. Il n'est pas non plus possible de voir le corps de Boris Oubendou, la gazelle bondissante de la Brève, le grand zèbre de l'actualité noir sur blanc, l'éléphant en furie du décryptage. Le périmètre a été bouclé par la police scientifique et la brigade antiterroriste, même si personne d'autre que les paparazzis ne semble s'aventurer dans cette ZAL. Merci Sonia et à tout à l'heure. Les ZAL, c'est ça, hein, les zones à air libre. Je ne sais pas vous Guillaume, mais moi je vais tenter de rester à distance, respectable de ces ZAL. Alors Boris assassiné, on lui connaissait des ennemis bien sûr, comme tous les grands hommes, mais quelques pistes peut-être. Je sais pas, c'est difficile à dire. C'est peut-être la famille Bolloré qui était visée. On ne peut pas écarter la piste de la filière togolaise de la cocaïne, qui n'a jamais digéré la situation de quasi-monopole du groupe Bolloré sur ce produit de consommation courante dont feu le président Sarkozy Ier a tant vanté les mérites pour que la France puisse travailler plus pour dépenser plus. Boris, en tant que maréchal des rédactions, a toujours su montrer l'exemple du journaliste intègre. On le voit d'ailleurs en vacances avec Yannick Bolloré. Exactement, Boris mettait un point d'honneur à accepter tous les voyages d'agrément offerts par les divers lobbies représentés à l'Assemblée nationale des actionnaires, sans exception, par souci d'impartialité. Et j'apprends d'ailleurs à l'instant, par une dépêche qui tombe sur mon e-visio, que son testament stipule qu'il ne souhaitait pas être enterré avec Nicolas Sarkozy dans le même caveau, mais à côté. Le souci permanent de la distanciation qui caractérise les grands de ce métier. Ah mais je crois que Sonia est à nouveau avec nous. Sonia, vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Oui Stéphane, attendez, le préfet de police ne s'est toujours pas exprimé ici, mais il y a quelques minutes, le ciel s'est obscurci et tous les journalistes présents ont clairement entendu des sortes de bruitages électroniques désagréables fendre l'air marin du grand port de la Haute-Vienne. Depuis, certains se sentent comme fiévreux, d'autres se sont carrément écroulés et sans qu'aucune explication ne soit donnée, une équipe de maintenance Microsoft a rejoint la police scientifique sur le yacht de Bolloré. L'ambiance est à l'inquiétude, bien sûr. Nous ne savons pas au juste... Sonia, vous êtes là ? Sonia ? Quelque chose a percuté ma combinaison refroidissante. Je ne me sens pas très bien. Je vous fais signe dès que j'ai de plus amples informations. Oui, Sonia, je vois que votre contrat avec Radio Futur ne comprend aucune assurance maladie. Je l'ai entre les mains ou accident. Donc surtout, prenez le plus de risques possible au mépris du danger. L'information avant tout, Sonia ? Oui, merci Stéphane. L'information avant tout. C'est ça. Allez, Guillaume, pour nos auditeurs, il faut expliquer que si l'on ne vous entendait pas à l'antenne, vous écriviez tous deux avec Boris. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'attendent les auditeurs d'un journaliste, c'est de l'objectivité. Or, l'objectivité, ça se travaille. Oui, et les gens ne s'en rendent pas compte. Non, et c'est tant mieux. Tout le travail des scénaristes est justement de donner l'air naturel à l'objectivité du journaliste. Il faut que ce soit transparent. Avec Boris, nous appelions ça le recours à l'authenticité. Alors justement, on a retrouvé un document exceptionnel, un document d'archives dans lequel le grand zèbre est interrogé par un animateur radio obscur de 2027, justement à propos de cette question de l'objectivité. On l'écoute. Comment est-ce qu'on arrive à écrire aussi nul sur un ton aussi stupide ? Je suis très flatté, déjà. C'est une excellente question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Il faut savoir que, non, tout simplement, la production est délocalisée en Corée du Nord. Pour des raisons d'efficacité, cela dit. Maintenant, avec Nicolas Ier au pouvoir, on va peut-être pouvoir revenir en France parce qu'il a dit qu'il voulait abolir la semaine des 70 heures. Donc, avec l'avancement de la science, les journalistes génétiquement modifiés, on va peut-être pouvoir y arriver. Alors pour nos auditeurs, il faut expliquer que si en 2027 la production de l'info est délocalisée en Corée du Nord, c'est à cause de la grande grève des scénaristes qui entacha le 4e mandat de Sarkozy Ier, c'est ça ? Tout à fait, les scénaristes de l'info réclament que leurs droits d'auteur soient indexés sur le taux de crédulité des auditeurs, ce qui est tout simplement intenable. Le gouvernement cherche en vain à instaurer un service d'objectivité minimum, mais pendant près d'un an, faute d'auteur, les flash infos sont complètement subjectifs. C'est à cette époque qu'avec Boris, on décide de se passer d'eux et d'écrire le maximum nous-mêmes en délocalisant le reste à Pyongyang. Et puis alors vous révolutionnez, c'est le mot, la technique de l'interview. Et là encore, nous avons un document d'archives exceptionnel, écoutez bien, dans lequel Boris explique à un jeune journaliste comment mener une interview justement. En fait, tu le coupes, vraiment tu le coupes. Enfin, comme si tu voulais dire autre chose. Okay. Tu dis, ici que tu veux dire, enfin quand même, moi je voudrais dire, et t'as pouf. C'est vraiment très instructif. On s'est rendu compte que si on laissait parler les gens, ils risquaient de dire des choses. Dans le format maîtrisé de l'information objective, c'est absolument impensable. Cette nouvelle technique d'interview, qui est désormais la norme, nous est donc venue assez naturellement. Et puis aussi, bien sûr, l'information, c'est savoir créer l'événement. Je crois qu'on peut le dire maintenant, les deux protagonistes de l'affaire n'étant plus parmi nous,
mais Sarkozy premier. Oui, c'était le 24 juillet 2042. On était en conférence de rédaction, on s'en souvient tous. Inoubliable, évidemment. C'était une semaine complètement creuse, rien d'intéressant. L'opération pédoplage n'était même pas lancée. Vraiment, l'été pourri. Tout d'un coup, Boris se lève et nous dit « Allez, hop, je vais dézinguer le président, ça fera un bon journal. » On s'en souvient tous. Il y avait bien sûr accès permanent au palais en tant que journaliste politique indépendant. Un petit coup de taser et le tour était joué. Sur un cocaïnomane du 3e âge, ça rate rarement. Voilà, et ce qu'il faut savoir surtout, c'est le flair du grand journaliste qui avait pressenti que Sarkozy, après 8 mandats, avait fait son temps un vrai coup de maître. Alors il y a créé l'événement, mais il y a aussi oublié l'événement. Et là, j'aimerais qu'on parle de ce qui est peut-être le concept le plus fort que vous ayez inventé au cours de votre longue collaboration. Je veux parler bien sûr de l'infodarwinisme, la marque de fabrique même du Journal du Futur. Alors, l'infodarwinisme, c'est quoi ? En fait, c'est assez simple. On s'est dit, on ne peut pas tout mettre dans un journal. Or, comment choisir les infos qui vont passer et celles qui ne vont pas passer ? Pour rester parfaitement objectif, on a donc forgé la théorie de la sélection naturelle de l'info, que l'on a vérifiée et le succès a été immédiat. Et justement, nous avons l'enregistrement d'une des premières sessions d'infodarwinisme. C'est assez fascinant de justesse. On écoute. Darfour, quel sigle commençant par O désigne une organisation internationale risible ? L'ONU. Correct. Crime pédophile, quel pays commençant par S a pour capitale Khartoum ? L'Espagne ? Le Soudan. Football, la chlorophylle est une fétichiste des plantes vertes. Vrai ou faux ? Vrai. Faux. Fin de la deuxième manche, passons au vote. Vous allez désigner le maillon faible. Statistiquement, football est le maillon faible. Mais les votes feront-ils une fois de plus mentir les statistiques ? Football. Pourquoi Darfour ? Parce qu'ils ont même pas d'équipe. Crime pédophile. Pourquoi Darfour ? On sait même pas s'il sera encore en vie jusqu'à la dernière manche, alors. Darfour. Pourquoi vous-même ? Je sais pas, un éclair de lucidité ? Ou un petit coup de mou ? Darfour, vous êtes le maillon faible. Vous ne serez pas dans le journal de ce soir. Au revoir. Et effectivement, aujourd'hui, qui pourrait dire ce qu'était le Darfour ? C'est juste. Et puis alors, il y a le fameux décryptage, un terme qui apparaît vers le début du XXIe siècle dans les salles de rédaction, mais qui est un peu utilisé à tort et à travers par des amateurs sans scrupules. Là encore, vous mettez les choses à plat, une bonne fois pour toutes, et on est en 2033. Oui, en 2033, Boris et moi rachetons l'AFP et le desk Loisirs de Femmes Actuelles, qui fusionnent quelques mois plus tard. Dès le mois de février, après une large restructuration du groupe, l'AFP commence à envoyer systématiquement ses dépêches cryptées dans des grilles de Sudoku, dont seuls quelques rédacteurs en chef triés sur le volet ont la clé. Les gens qui pensent pouvoir se faire une idée de l'actualité par eux-mêmes en sont pour leurs frais. On peut dire, je pense, sans se vanter, que nous avons contribué à redorer le blason du journalisme professionnel. Oui, je crois d'ailleurs qu'un nouvel algorithme de cryptage est fourni chaque semaine par le ministère de l'Information, désormais pluriel donc, pour plus de sécurité. Développé par IBM et Google à l'origine. Pour la petite histoire, c'est un dérivé du système de codage utilisé par l'armée nazie, mais adapté et renforcé par la technologie des ordinateurs quantiques. Ce qui fait qu'une information n'est là, ou pas, que quand un journaliste agréé la décrypte. Très, très ingénieux, encore une fois. Alors, nous avons perdu Sonia, mais je crois qu'il y a du nouveau à Limoges. Fort heureusement, nous avons d'autres journalistes bon marché sur le terrain. Silvio, par exemple, vous m'entendez ? Où en est-on ? L'enquête avance-t-elle, Silvio ? Eh bien oui, Stéphane, on peut même dire que l'enquête est close. Il ne s'agissait pas d'un pack de balles dans la coque de l'écoplage, comme on l'a pensé jusque-là, mais des moustiques fous, robotisés, produits en masse par la fondation Bill et Melinda Gates, qui semblent complètement hors de contrôle. Apparemment, une expérience qui aurait mal tourné puisque les moustiques aux piqûres fatales fondent sur l'assistance. Et c'est probablement aussi la raison de la mort de Boris Ougmendou Yazabanga, le jupon à fesses rouges de la distanciation critique. La police a ouvert le feu sur le micro-robot, ce qui est complètement con et aïe, mortel du tout. Silvio, eh bien, on a perdu Silvio. Et vraiment pas cher, celui-là. Oui, nous passons tout de suite la main à notre spécialiste santé, alors, qui aurait des informations. Sarah, vous êtes là, Sarah. De quoi s'agit-il, au juste ? Oui, Stéphane, l'information est tombée il y a déjà un quart d'heure, mais j'avais perdu le code du Sudoku. Enfin, ça y est, j'ai tout décrypté. Si le médicament contre la malaria existe aujourd'hui, aucun laboratoire ne s'est décidé à produire et commercialiser l'Antipalu 3000 en Afrique. On les comprend car les populations touchées ne sont vraiment pas solvables. La Fondation Gates
Gates, elle, semble toujours s'intéresser au sort des Noirs. Pourtant, Dieu sait si c'est une vieille rengaine éculée. Elle a donc concentré tous ses efforts dans la lutte contre le paludisme en Afrique, en finançant en indépendant le développement de super moustiques résistants au palud et totalement érotomanes. L'idée étant que ceux-ci, lâchés dans la nature et baisant comme des fous, ne tarderaient pas à supplanter les moustiques infectés, voire à causer leur extinction. Mais tout se gâte il y a quelques semaines, alors que la Fondation est sur le point de lâcher ces moustiques sur le continent africain. Oui, c'est vraiment jeter l'argent par les fenêtres, si vous voulez mon avis. Mais sinon, ça part plutôt d'un bon sentiment, Sarah. Et oui, mais là, levée de bouclier des spécialistes, le super moustique risquerait de devenir un filtre, sélectionnant des souches de palud toujours plus virulente. La famille Gates n'est pas ébranlée, elle promet que son rejeton copulera à une telle rapidité que la malaria n'aura pas le temps de muter. Or, pour atteindre ces pointes de vitesse, dignes des meilleures performances gangbang du porno américain, une seule solution, remplacer le dard organique poussif des super moustiques par un dard robotisé. Mais alors où est le problème ? Franchement, je ne vois pas. Auriez-vous décidé d'être le maillon faible ou quoi ce soir ? Non, attendez, vanité ou sénilité, on ne sait pas trop au juste, mais Bill Gates décide de faire piloter les dards des super moustiques par Windows. Mais nom d'un chien, alors c'est la catastrophe. Oh putain. Les moustiques n'ont pas atteint Yaoundé qu'ils ont déjà chopé un virus sur Internet. Les spécialistes l'ont d'ores et déjà baptisé Palu 2.0, car celui-ci semble s'être encore renforcé au contact des premiers moustiques naturels camerounais. Un cas intéressant de virus informatico-génétique. Apparemment, il inocule dès qu'on appuie sur démarrer. Oui, une promesse de 3e guerre mondiale et des moustiques en chaleur qui bug au-dessus de l'Europe. Guillaume, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super excitant. Ah, cette semaine, pas besoin de dézinguer le président. Et d'ailleurs, je crois qu'il va s'exprimer justement. On écoute Michel, la toute nouvelle star de l'Elysée. Je rappelle à tous nos auditeurs que tout au long de son allocution, vous pouvez lui donner une note en envoyant un texto au loft présidentiel. Françaises, Français, méridionaux, méninois du secteur 13, section 2, mes chers compatriotes. Aujourd'hui, nous avons perdu un grand journaliste. Objectif, libre, indépendant. Et j'ai personnellement perdu un ami et un confident. Boris Uhu Ngbedu Wazamanga, l'hippopotame aérien de l'information digeste, a bien été assassiné. Avant qu'il ne franchisse la Loire, le paludisme était avant tout une maladie de pauvres qui n'avaient pas les moyens de se soigner. Si les laboratoires pharmaceutiques et les gouvernements des pays riches s'étaient intéressés à temps au problème de la malaria, nous n'en serions probablement pas là aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai convoqué ce soir l'Académie française des actionnaires en session extraordinaire. Ce que je propose, pour nous dédouaner, c'est d'ajouter en deuxième sens du mot assassinat dans les dictionnaires la définition suivante. Pragmatisme économique, ou encore mieux, réalisme.